Bonus. Trax. Après un détour par des interviews passionnantes et une analyse de deux des références les plus évidentes de Warhammer 40 000, il est temps pour le Lane Rider de revenir à son format original pour vous parler d'une armée pas comme les autres et qui accessoirement est mon armée préférée, celle qu'on appelait autrefois la Garde Impériale et qui est désormais connue sous le nom d'Astra Militarum. Lore, figurines, conseils, nous passerons tout en revue dans ce nouvel épisode. Enfilez votre casque, chargez votre fusil laser, préparez vos baïonnettes, ça y est, je m'attaque enfin à l'épisode sur ma faction préférée à Warhammer 40 000, la Garde Impériale, aussi connue sous le nom d'Astra Militarum. Maintenant, étant donné la richesse de cette gamme et de son fluff, largement exploré en 10 éditions, des centaines de romans et puis même pas mal de jeux vidéo, j'ai dû faire des choix et vous vous en doutez, ça a été difficile, mais j'ai choisi de faire assez vite sur le lore et sur les différents régiments qui composent la Garde Impériale pour attaquer directement ce qui fait la spécificité de cette faction, à savoir sa nature assez paradoxale. Vous allez me dire, comme tant de choses à Warhammer et à Warhammer 40 000, c'est vrai, mais ça me semblait important de faire ce petit avertissement avant de commencer, et passons sans plus attendre au fluff. Qu'en est-il du lore de la Garde Impériale ? Eh bien, comme la plupart des factions, justement, de l'Imperium, l'histoire de la Garde Impériale commence avec la Grande Croisade, donc 10 000 ans avant les événements de Warhammer 40 000. La Garde Impériale est alors connue sous le nom d'Exertus Imperialis, ou Armée Impériale. C'est à peu près la même chose qu'au 41e millénaire, à une importante exception près. Cette armée impériale regroupe les troupes terrestres, mais aussi les flottes spatiales qui les accompagnent, les transportent, les supportent, etc. Et tout ça, tout ce joyeux monde accompagne les Space Marines dans leur grande croisade. Et comme on peut s'en douter, l'armée impériale, elle aussi, va sombrer dans l'hérésie d'Horus et prêter allégeance à un des deux camps avant d'être réformée à l'issue du conflit. Ainsi naît l'Astra Militarum, ou garde impériale en bas gothique, séparée de sa flotte, qui devient la Navis Imperialis, ou la flotte impériale, pour créer une sorte de dépendance, un contre-pouvoir. Effectivement, la garde impériale est une armée formidable, mais sans la flotte, elle ne peut pas se déplacer, et donc, à l'inverse, la flotte sans ses troupes ne peut pas envahir une planète, donc il y a une espèce de dépendance mutuelle qui se crée entre les deux factions, et qui, un peu à la manière des différentes légions de Space Marines séparées en plus petits chapitres, crée une sécurité pour l'Imperium qui vient d'essuyer vraiment une guerre civile assez meurtrière. Et pendant 10 000 ans, l'Astra Militarum va suivre la trajectoire de cet Imperium, justement, puisqu'elle devient une organisation tentaculaire, rongée par la bureaucratie et les querelles internes. Au millénaire 41, elle est une armée innombrable, doublée d'un appareil logistique cyclopéen. On lui donne le surnom de marteau de l'empereur, et c'est pas pour rien, tant la masse qu'elle forme est compacte et brutale. Après tout, la garde impériale est la force militaire la plus répandue de l'Imperium, loin devant toutes les autres. Pourtant, elle ne forme pas un tout cohérent. J'ai parlé d'armée au singulier, mais il faudrait plutôt parler d'armée au pluriel, composée de millions de régiments levés sur autant de mondes impériaux et qui répondent non pas à un commandement bien identifié, mais plutôt à une sorte de bureaucratie. Déjà parce que la garde impériale est organisée et approvisionnée par le Departamento Munitorum, une branche de l'administration impériale plus globale, et ensuite parce que la garde impériale est divisée en de multiples organisations spécialisées qui ont toutes leur savoir-faire. Par exemple, l'Officio Praefectus fournit à la garde impériale ses commissaires, donc des officiers politiques, mais aussi les fils du Tempestus, des régiments d'élite qui ont leur propre commandement et leur propre fonctionnement. Vous comprendrez donc pourquoi il est difficile de décrire comment la garde impériale part au combat, tant ces régiments sont variés et ses rôles nombreux. De l'assassinat d'un gouverneur planétaire devenu renégat par des Kazerkin, l'élite de Cadia, à un siège planétaire mené par l'artillerie de plusieurs régiments natifs de Krieg, en passant par les chars de Talarn ou la masse d'infanterie de Valhalla, l'Astra Militarum a 1000 visages. L'humble fusil laser,
est d'ailleurs à peu près la seule arme qu'ils ont en commun, un fusil simple de conception et aussi simple d'utilisation que d'entretien, qui existe sous bien des formes et a quand même quelques propriétés extraordinaires, même si on s'accorde tous à dire, et le surnom de cette arme, le flashlight, la lampe torche en atteste, que ce n'est pas l'arme la plus puissante de la galaxie. Néanmoins, elle peut être rechargée avec à peu près n'importe quelle source d'énergie qu'elle va transformer en petits rayons laser, ce qui est quand même plutôt génial. Et quand je dis n'importe quelle source d'énergie, cela inclut aussi un feu de camp qui éventuellement pourrait être utilisé pour jeter les chargeurs vides dans le feu que les chargeurs transformeront alors en munitions. Certes, pas les munitions les plus qualitatives de la galaxie, mais ça peut servir. Que ce soit à travers ces unités de combat qui rappellent les armées de notre monde ou de son histoire, comme à travers son organisation totalement limbiratique et foutraque, la garde impériale est aussi la faction la plus humaine de Warhammer 40 000, dans tous les sens du terme. C'est pour ça qu'on l'aime, mais c'est aussi pourquoi c'est une faction à part, à la fois simple à comprendre, mais quasiment impossible à représenter dans nos vitrines ou sur nos tables de jeu. Mais ça, on va en parler tout de suite. Passons donc à la gamme Astra Militarum ou Garde Impériale comme elle était connue jadis, et vous allez voir que, étant donné que c'est une des premières armées à arriver à Warhammer 40 000, elle a une riche histoire dans le catalogue de Citadel Miniatures. Alors sous Rogue Trader, on a une Garde Impériale qui est plutôt, je dirais, une proto-Garde Impériale, qui est très embryonnaire à l'image d'un Imperium un peu plus farfelu qu'aujourd'hui et pas encore tout à fait connu dans cette première édition dans tous ses recoins. Donc par exemple, vous avez pour la garde impériale des motojets d'ailleurs, de l'infanterie aéroportée, mais aussi des land speeders comme ceux qu'utilisent les Space Marines, ou encore des hommes bêtes, et globalement un look plus inspiré de 2000 AD, les comics britanniques de science-fiction, et un peu moins inspiré de l'histoire militaire comme on va le voir ensuite. On trouve cependant un certain nombre d'unités emblématiques de la garde impériale qui resteront et passeront à travers les âges, comme par exemple les Ab humains Ogryn, donc c'est des mutants qui, avec la gravité de certaines planètes, sont devenus extrêmement costauds, musclés, mais un petit peu mous du cerveau, et à l'inverse les Ratlings qui eux sont plus ou moins des sortes de hobbits, des soldats de petite taille, mais qui sont connus pour deux choses, leur capacité à faire de la bonne bouffe, ce qui est toujours utile dans une armée, mais aussi à utiliser un fusil de sniper, ce qui là aussi peut s'avérer plutôt efficace. On trouvera également les sentinelles, donc ce sont des marcheurs de combat qui vont exister sous plusieurs formes à travers l'histoire de cette gamme, les commissaires, donc les officiers politiques dont je vous parlais tout à l'heure, les Rough Riders, donc ça ce sont des cavaliers, une des premières spécificités de la garde impériale, c'est le fait d'être assez... Je ne sais pas si rétrograde est le terme, mais en tout cas d'avoir des unités qui paraissent assez désuètes à l'échelle de Warhammer 40 000, et surtout par rapport au côté avancé de certaines factions, notamment des autres factions de l'Imperium comme les Space Marines. Mais voilà, il y a des mecs qui se battent à cheval dans la garde impériale, c'est tout à fait normal. Et enfin, un personnage qui a disparu récemment, peut-être pourrait refaire son retour un jour, c'est le commissaire Yarick, qui était déjà là sous Rogue Trader, ce qui fait de lui le perso garde impériale, sans doute le plus ancien et le plus connu de cette gamme, même s'il a aujourd'hui disparu. Allez, Games Workshop, on paye 2-3 sculpteurs, un nouvel artwork, et on fait revenir Eric, s'il vous plaît. On arrive à la deuxième édition de Warhammer 40 000, qui, comme je vous l'explique à peu près à chaque fois, par bien des aspects, est la première véritable édition du jeu et de l'univers qu'on adore tous, puisque c'est la transformation en un véritable wargame, c'est l'arrivée des codex, etc., etc. Et bien sûr, c'est beaucoup de factions qui sont soit modifiées, soit complétées pour prendre une forme un peu plus moderne, et qui est plus généralement celle que nous avons en tête quand nous parlons notamment de la garde impériale. Et effectivement, pour l'Astra Militarum, la V2, c'est son âge d'or absolu, puisqu'elle va se diversifier sous forme de 6 régiments. Avant ça, la garde impériale a, je vous l'avais dit, ce look un peu plus science-fiction, un peu plus comic book, mais elle n'est pas centrée sur tel ou tel régiment. Ça va commencer en V2 avec l'arrivée des Valhalans. Alors les Valhalans, ce sont des figurines qui sont de toute évidence inspirées
par l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont des manteaux longs, ils ont des chapkas, ils ont des techniques qui sont largement basées sur l'attrition, que ce soit au niveau de l'artillerie ou tout simplement du nombre d'hommes employés. Donc ça nous rappelle beaucoup certaines batailles de l'armée rouge qui ont été assez largement exagérées par la pop culture, mais vous allez le voir, dans l'ensemble, les régiments de la garde impériale inventés par Games Workshop sont au moins autant inspirés par l'histoire militaire de notre monde que les représentations qui en sont faites ensuite dans la culture populaire. Et donc effectivement, les Valalan n'échappent pas à cette règle, pas plus que les Talarn. Donc les Talarn, ce sont à l'inverse des hommes qui se battent plutôt dans des environnements désertiques, donc qui vont avoir des espèces de turbans, des tenues assez légères. Ils rappellent beaucoup les troupes britanniques de la Première Guerre mondiale, parce qu'ils ont vraiment un côté Lawrence d'Arabie, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale, où on avait pas mal d'unités britanniques qui se battaient en Afrique du Nord. On a également les Prétoriens. Donc là, on est encore plus britannique puisque les prétoriens sont carrément des soldats avec le chapeau colonial et les couleurs des uniformes britanniques, donc noir et rouge de cette époque. Donc on fait difficilement plus british que ça. Et à noter, les prétoriens seront déclinés en fait en deux versions. Les prétoriens d'un côté et de l'autre côté les mordians, qui sont les mêmes figurines, même s'il s'agit à chaque fois de figurines en métal. Toutes celles que je vous décris là, c'était effectivement faites en métal. Et donc les mordians, en fait, sont simplement les mêmes moules, mais avec une tête différente. Donc ils troquent les chapeaux coloniaux contre des espèces de képis. C'est peut-être le régiment qui est le plus difficile, les Mordians, à définir par rapport à son influence historique, mais je crois avoir lu que leurs uniformes qui sont bleu nuit et impeccables, avec vraiment pas mal de décorations, etc., et qui sont toujours, on nous le dit dans le lore, protégés par un peu de cirage sur les chaussures, on va épousseter les vestes, ils sont toujours impeccables les mecs, et leur couleur, leur uniforme rappellerait effectivement les uniformes de parade des Marines américains. On peut aussi noter que leur technique de combat avec en fait des espèces de rangées de tireurs qui s'alignent les unes derrière les autres rappelle plutôt peut-être les guerres napoléoniennes, mais en tout cas c'est un régiment qui est un petit peu moins identifié en termes d'inspiration. Contrairement au régiment d'après, puisqu'il s'agit des Catachans. Alors là, les Catachans, normalement, si vous connaissez ne serait-ce qu'un minimum la garde impériale, vous les avez en tête. Ce sont ces mecs musclés avec des gilets, bras nus, un bandana rouge dans les cheveux, ou en tout cas ce qu'il en reste. Et effectivement, ce sont des troupes largement inspirées de celles des Américains au Vietnam, et tous les films de guerre ou d'action qui en ont découlé. Et c'est sans doute un des régiments les plus populaires dès lors de la garde impériale. Et enfin, les derniers, comment ne pas les citer, il s'agit des Cadiens, qui quant à eux vont avoir un look peut-être plus proche des armées modernes, ou également inspiré des unités américaines pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que je pense qu'on peut y voir notamment certains looks que pouvaient avoir les parachutistes, notamment du débarquement, dont on a parlé récemment. Donc tout ce joyeux petit monde va avoir droit à une unité d'infanterie, ils vont avoir leurs propres armes lourdes et leurs propres héros, ou en tout cas leurs propres officiers. Donc on voit arriver une chier de kits, alors certes tous en métal, mais qui vont complètement donner à la garde impériale sa personnalité et vont inspirer des gens à collectionner non plus une armée globale ou une garde impériale un petit peu floue, un peu prototypale, mais bien certains régiments issus de ces planètes. Valhalla, Talarn, etc. Et bien sûr, c'est aussi en V2 que la garde impériale va compléter sa gamme avec d'autres unités emblématiques, et cette fois on ira plutôt chercher du côté des tanks, puisque c'est à cette époque qu'apparaissent le Lehman russe, donc le char de combat emblématique de la garde impériale, la Chimère, son véhicule de transport là aussi emblématique, mais aussi le Hellhound, qui est une déclinaison de la Chimère en char lance-flamme, et enfin le Basilisk, sa première plateforme d'artillerie mobile. Bref, vous comprendrez pourquoi la V2 est souvent considérée par les fans de la garde impériale comme l'âge d'or absolu de l'Astra Militarum. A l'inverse, la V3 c'est un âge en deux temps, car la faction aura le droit à 2 codex, en plus des suppléments pour la campagne d'Armageddon et un supplément pour les Catachans, qui sont donc déjà en V3 extrêmement populaires. 4 codex donc, et une multiplication des références, avec l'arrivée d'un nouveau régiment, puisque cette campagne sur Armageddon se devait d'avoir son propre régiment local, sa propre déclinaison de la garde impériale, et il s'agit de la Légion d'Acier.
plus volontairement inspiré, nous dit-on, des Panzer, des Waffen-SS, de la Wehrmacht, en tout cas de tout ce qui est allemand du côté de la Seconde Guerre mondiale. Parfois c'est pas extrêmement subtil puisqu'ils vont avoir les casques, leurs fusils laser ont un petit peu un look compact qui rappelle les armes allemandes MP40 notamment de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont de longs manteaux, de grandes bottes bien hautes et surtout un logo dans lequel on trouve un éclair. Je vous fais pas un dessin, c'est peut-être pas forcément le régiment le plus subtil, mais effectivement il va faire grand bruit à l'époque, pas tellement parce qu'on s'inquiète de ses inspirations potentiellement nazies, mais parce que effectivement c'est un nouveau régiment qui lui aussi arrive avec un kit en métal pour son infanterie, des armes lourdes qui sont d'ailleurs superbes, où vous avez les soldats qui sont vraiment collés au sol ou cachés dans les débris des forges d'Armageddon, donc vraiment pour l'époque c'est super bien. Ils ont vraiment un look guerre urbaine, même le lance-missile que vous pouvez avoir avec, je crois, l'escouade de base, il est super bien, le mec est à genoux, on a vraiment l'impression qu'il se cache parmi les débris, c'est vraiment top. J'adore cette sortie de la garde impériale, malheureusement j'ai jamais réussi à mettre la main sur ces figurines-là, mais peut-être un jour, on va de toute façon reparler de ma collection, je pense, plus tard dans ce podcast. Mais il n'y a pas que la Légion d'acier d'Armageddon qui vient renforcer les rangs de la garde impériale, puisqu'on a aussi les débuts de Forge World, donc l'antenne résine de Games Workshop, qui va produire un maximum de variantes de chars, et même nous offrir les premiers super lourds, dont le Baneblade, donc qui est un énorme char qui aujourd'hui existe sous une forme plastique et pas mal de déclinaisons, de variantes, mais qui à l'époque est une première, surtout pour un char de cette taille. Mais la V3 est aussi connue comme le temps de la standardisation, puisque avec le second codex arrivent les Cadiens en plastique, qui ont franchement un petit peu moins de charme. Il y a un léger relooking qui s'opère et qui effectivement va leur priver de certaines influences. On les dit aussi un petit peu inspirés de Starship Troopers. C'est plus vraiment le cas avec cette incarnation-là. Et les Cadiens vont avoir vraiment un côté très standard, ça s'accompagne même d'un changement dans le lore qui les décrit vraiment comme le standard auquel aspirent tant de régiments, et donc c'est pour ça que beaucoup de gens vont se mettre à collectionner les Cadiens en plastique, en bidouillant peut-être quelques trucs pour leur donner, on va dire, une certaine forme d'originalité, mais on voit que les Cadiens ont peut-être perdu un petit peu de ce qui faisait leur saveur. Les officiers sont beaucoup plus hautains et assez classiques dans le côté british, voilà, etc. Et on a moins ce mélange d'influences qu'on pouvait retrouver jusqu'alors. Et puis c'est un petit peu la même chose qui se passe pour les catachans, à ceci près que eux bizarrement échappent à ce lifting. Les figurines catachans en plastique de l'époque, qui sont toujours en vigueur aujourd'hui à notre grande dame à tous, sont toujours avec leurs gros bras et leurs bandana. C'est simplement des versions plastiques, donc c'est un petit peu comme si Games Workshop s'était dit à l'époque les Cadiens ça va être un minimum sérieux et standardisé, et pour les mecs qui aiment s'amuser et rigoler, on va quand même garder les catachans en mode gros bras, gros muscles, lance-flamme, on est dans la jungle avec un couteau entre les dents et on affronte du tyrannide, de l'orque ou que sais-je. Donc effectivement, à ce moment-là, la garde impériale commence à se standardiser, à se diviser, et petit à petit vont s'effacer les différents régiments qui étaient apparus durant la seconde édition. On arrive donc à l'époque V4, V5, et effectivement, ces régiments-là commencent à décliner au profit de Forge World, parce que c'est vraiment Forge World qui va continuer d'enrichir la garde impériale. On sent, dès lors que Games Workshop se dit, faire des figurines 3 à 4 kits par régiment et entretenir 6, 7, 8 régiments au sein de la gamme, c'est tout simplement impossible, même si je pense que la garde impériale a toujours été une armée populaire, sinon elle n'aurait jamais eu ces figues à l'époque. Mais voilà, on sent qu'il retire un certain nombre de références, que c'est Forge World, ce qui est assez logique pour Forge World, parce que c'est un petit peu, je le dis pas méchamment, mais l'équipe B de Games Workshop, ils vont développer d'autres kits plus grands, avec d'autres matières, donc la résine. Souvent, à cette époque, V4, V5, c'est vraiment à eux que doivent revenir les honneurs, parce que ce sont vraiment eux qui vont prolonger, je pense, l'esthétique de certaines factions, et continuer de les faire briller. Et c'est complètement le cas avec la garde impériale, parce que alors qu'un certain nombre de régiments disparaissent un petit peu du devant de la scène, on a l'arrivée de la Death Corps de Krieg, mais aussi de kits pour les Talarn en résine qui sont superbes, et de kits d'amélioration pour les Cadiens qui leur rendent une partie de la personnalité qu'ils avaient perdue. Alors il faut bien sûr
dire un mot sur la Death Corps de Krieg, largement inspiré des troupes de la Première Guerre mondiale, puisqu'ils mélangent les influences françaises, anglaises, et bien sûr, ils viennent d'une planète qui s'appelle Krieg, ce qui veut littéralement dire en allemand guerre, et donc nos amis de Krieg sont bien des soldats assez fanatiques, très portés sur l'artillerie et le combat de tranchées, qui sont immortalisés dans ce que Forge World fait de mieux à l'époque, c'est-à-dire en fait des livres de campagne qui sont extrêmement détaillés, avec des illustrations, avec des rapports, avec des organigrammes, parfois même des inventaires. C'est assez fou ce qui a été fait autour de la Death Corps à cette époque-là, et ça explique pourquoi elle va être extrêmement populaire très vite, bien avant les mèmes, notamment, dont je vous parlais sur notre épisode, sur les mèmes. Et donc effectivement, la Death Corps va faire rêver les petits et les grands, mais surtout les petits, puisqu'à l'époque, moi je suis un jeune hobbyiste et je dois vous dire que j'aimerais beaucoup mettre la main sur une armée Forge World, mais ce que j'entends, c'est que c'est très cher, ça je le vois, je l'entends pas, et ce que j'entends aussi dans les Games Workshop, quand je vois de temps en temps les figurines Forge World, c'est que ça a été un enfer à monter la résine, que c'était bullé, que c'était plié, etc. Donc, bien heureusement pour mon porte-monnaie, de toute façon j'avais pas vraiment les moyens, on ne va pas se mentir, mais eh bien, toutes ces rumeurs vont m'éloigner de la Death Corps pendant un temps. Mais fort heureusement, en V5, nous avons un petit sursaut de créativité de la part de Games Workshop, la maison mère, qui reprend un temps la main avec les Vostroyans, mais le plaisir va être de courte durée parce que ce régiment eh bien, ne fait qu'une espèce d'apparition éclair et disparaît presque aussitôt. Pour ceux qui ne voient pas qui sont les Vostroyans, ce sont eh bien, des figurines là aussi en métal qui vont avoir droit à leurs escouades de commandement, leurs officiers, leur escouade d'armes lourdes et leur escouade d'infanterie standard, qui sont plus volontairement inspirés des armées napoléoniennes, mais plutôt du côté russe, on va dire, et peut-être aussi eh bien, du côté de ces troupes qui harcelaient la grande armée de Napoléon, ces fameux en fait cosaques dont ils reprennent eh bien, les chapeaux, mais aussi un certain nombre d'armes, le sabre, certains détails, les grandes moustaches. On est dans cette esthétique-là, mélangé quand même à un équipement un petit peu steampunk, qui moi m'a toujours beaucoup plu. Je pense que les Vostroyans sont peut-être pas mon régiment préféré, mais ils sont dans le top 3. Ils font partie de mes régiments préférés. Je les ai toujours adorés, j'ai toujours une escouade que j'ai déjà peint une fois, repeint une fois, et que je m'apprête à repeindre une troisième fois pour l'intégrer à mon armée actuelle. C'est vraiment des figues que je trouve super, qui ont très bien vieilli et qui s'arrachent à prix d'or sur les sites d'occasion, même si de temps en temps Games Workshop nous a proposé une réimpression, et donc et à ce moment-là la spéculation généralement retombe, même si les prix de Games Workshop sont très élevés, et puis remonte ensuite. Donc c'est un des régiments, je crois, les plus populaires là aussi, et peut-être sa popularité s'explique par contre par eh bien voilà, sa durée de vie ultra limitée. À défaut de régiments soutenus sur la durée, la garde impériale va se renouveler à cette époque V15 V5 avec un parc de véhicules qui s'enrichit. En V5 d'ailleurs, la garde impériale change officiellement de nom pour Astra Militarum afin d'avoir un terme copyrightable du côté des juristes de Games Workshop, mais les nouveautés vont rester rares. On reste du côté des héros en métal puis en finecast, donc en résine pour la plupart. J'enchaîne ensuite par une longue période, celle de la V6, V7 et V8, où commence une autre vision de la garde impériale avec l'introduction des Tempestus Scions, des fils du Tempestus, comme on les appelle en français, qui est en fait une sorte de faction dans la faction, donc ces troupes d'élite venues de l'Officio Praefectus, qui représentent en fait une nouvelle incarnation de ce qu'on avait déjà eu par le passé et les différentes éditions de la garde impériale, à savoir les troupes de choc ou Stormtroopers qu'on a depuis les débuts. On avait aussi les Kazerkin en V3 qui du coup représentaient eh bien, la version cadienne de ces fameuses troupes d'élite. Là, on a quelque chose de plus global. On nous dit voilà, les Tempestus Scions, ils existent à peu près partout dans la galaxie. Ce sont des régiments beaucoup moins nombreux, beaucoup plus rares que ceux de la garde impériale, mais ils ont aussi une organisation régimentaire et ils sont déployés eh bien, vraiment sur les lignes de front les plus chaudes, les plus dangereuses pour les missions les plus périlleuse, et grâce à la technologie du plastique qui fait quand même pas mal de progrès à cette époque-là, on va avoir droit à un double kit de Tempestus Scions qui nous permet eh bien, du coup d'assembler les Tempestus Scions dans leur version classique ou dans leur version d'escouade de commandement. Rappelez-vous, je vous le disais, ils ont aussi leur propre organisation régimentaire. On va utiliser le kit de Valkyrie également, puisque ce sont souvent des troupes qui sont aéroportées, et on a l'arrivée du Taurox.
Alors le Taurox qui à l'époque a beaucoup fait parler de lui en mal, je crois que ça fait partie d'une des premières unités de cette époque-là, V6, V7, extrêmement décrié pour son look un peu boxy, on va dire, effectivement très cubique, un peu étrange. Je crois que la silhouette de ce véhicule ne m'a jamais vraiment plu, mais comme souvent avec les joueurs garde impériale, je me suis tout de suite dit que ça pouvait faire un super camion facile à convertir en ajoutant des roues, peut-être d'autres chenilles, etc. Je pense que beaucoup de gens dans notre communauté de joueurs garde impériale avaient réagi ainsi, mais c'est vrai qu'on est aussi sur le début des réseaux sociaux à cette époque-là, et que eh bien, des figurines entre guillemets ratées font à ce moment-là couler énormément d'encre, et souvent bien souvent, ce sont des gens qui sont extérieurs à la faction qui vont s'insurger et pas forcément les gens qui voient le potentiel. Autre exemple de cette époque, les Centurions, par exemple Space Marine. Mais bref, revenons à la garde impériale qui effectivement reçoit pas mal de renforts grâce au Tempestus Science, mais aussi des Ogryn en plastique qui pour la première fois peuvent être déclinés dans une autre variante, les Bullgryn. Donc les Ogryn, ce sont ces fameux abhumains super costauds qui ont d'énormes fusils à pompe pour tirer dans les ennemis. Mais voilà, maintenant ils ont une petite version CRS avec bouclier et masse incluse qui peut être effectivement très sympa et va nous permettre, eh bien, nous autres joueurs garde impériale, d'avoir 2 déclinaisons d'Ogryn, ce qui est toujours plutôt sympa. Mais aussi un nouveau commissaire qui va rester, bien qu'il ait été accompagné depuis la V9 d'une nouvelle incarnation de cet officier politique. Mais après tous ces kits va commencer la longue traversée du désert pour la faction, qui va durer à peu près entre 2014 et 2021, où les sorties se font rares, très rares, avant tout avec des personnages et des sorties limitées, qui deviendront finalement des sorties illimitées, comme par exemple Sly Marbo, qui est un personnage de la garde impériale de Catachan, très largement inspiré des actionneurs des années 80, puisque Marbo est bien évidemment un anagramme de Rambo et Sly est le surnom de Sylvester Stallone, sachant que le personnage a quand même le look de Schwarzenegger dans Commando ou Predator. Donc c'est effectivement une référence assez mal cachée, mais très appréciée des fans, qui fait son retour à cette époque-là, mais c'est à peu près tout. Et donc on se demande, dans un premier temps, si la garde impériale ne va pas finalement disparaître, continuer à vivoter tranquille, mais rester une armée de bidouilleurs qui utilisent leurs vieux kits en métal, qui convertissent leurs cadiens plastiques avec ce qui commence à apparaître, c'est-à-dire eh bien, des fabricants third party, de proxy, de têtes qui vont se visser sur ces cadiens. Il y en a énormément qui commencent à apparaître à ce moment-là sur Internet, sans même parler de l'impression 3D qui arrive plutôt dans les années 2020. Mais patatras, en V9, arrivent de premiers signes d'amélioration, avec d'abord les fantômes de Gaunt, inspirés des romans de Dan Abnett, qui avaient déjà eu des figurines en métal par le passé, je crois que c'était en V3 ou en V4, et qui font leur retour sous la forme d'une unité en plastique pour accompagner la sortie d'un préquel au fantôme de Gaunt à cette époque. Et puis la Kill Team de la Deathcore, qui immortalise le régiment si populaire dans le plastique. Du coup, on n'est plus sur de la résine, on n'est plus sur de Forge World. Pour l'occasion, on a 2-3 petits liftings dans le look qui, je trouve, sont assez bien sentis et ramènent vraiment un vrai plaisir dans le montage, notamment parce que les kits Kill Team sont souvent des kits à l'ancienne, dans le sens où vous pouvez mettre les bras sur n'importe quel torse et les torses sur n'importe quelle jambe, ce qui n'est plus tellement un standard chez Games Workshop aujourd'hui. Et effectivement, cette refonte de la Deathcore dans un seul kit, certes, mais très adaptable du coup de par sa nature, vous pouvez facilement le transformer en kit de commandement, en kit d'armes lourdes, etc., etc. Et bien ce kit annonce le retour de la gamme dans une refonte assez globale qui va se faire autour des kits cadiens, très versatiles, les bons cadiens, malgré la destruction de leur planète, parce que oui, dans l'or, à partir de la V8, on apprend que Cadia, qui était la planète qui fait face à l'œil de la terreur, donc de là où sortent des démons, des Space Marines du chaos, plein de choses pas très gentilles, a explosé, a été détruite par les forces combinées du chaos dirigées par Abaddon le Fléau, et donc techniquement les Cadiens sont apatrides, mais ils produisent tellement de régiments pour l'Imperium, ils sont répartis dans tellement de conflits à travers la galaxie, que les Cadiens finissent par survivre, et donc Games Workshop se permet de les immortaliser à travers une nouvelle gamme, là où beaucoup de gens appelaient de leur vœu la création peut-être d'un nouveau régiment, ou la standardisation de la garde impériale autour d'une autre esthétique, qui pourrait être celle, par exemple, de la Légion d'Acide Armageddon, qui, on le sait, elle, n'a pas été détruite.
Mais c'est bien les Cadiens qui sont choisis. Et du coup, on va avoir de nouveaux kits plastiques qui sont franchement superbes. Je crois que je les ai quasiment tous testés à l'heure où j'enregistre ce podcast. Et je les trouve tout aussi adaptables que les anciens, avec ce supplément de personnalité qui, je trouve, est quand même bienvenu. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez fans du côté standardisé des précédents Cadiens. Moi, j'adore au contraire le fait qu'ils aient plusieurs styles de fusil laser, différents casques, le look un petit peu bariolé, un petit peu l'équipement personnalisé au niveau des poches, au niveau effectivement des protections qui rappellent beaucoup ce look des Américains, Seconde Guerre mondiale, débarquement, etc. Donc moi je les trouve vraiment top et ils gardent quand même cette adaptabilité parce que vous pouvez facilement changer les têtes, continuer à aller chercher des visages, des casques alternatifs dans des gammes qui sont nombreuses sur internet. Donc voilà, je trouve que c'est une réussite cette vague et elle a ramené un intérêt, je pense, autour de la garde impériale qui était une faction jusqu'alors, je pense, assez discrète. C'est-à-dire qu'elle a, on l'aura compris, une histoire assez folle au sein de la gamme Citadel Miniatures. Elle a un lore extrêmement riche, mais puisqu'il y avait très peu de sorties, et puisque elle était incarnée par des gens qui finalement sont un peu des longues barbes, sont des vétérans grisonnants, je pense que beaucoup de gens qui arrivaient dans Warhammer 40 000 me disaient que c'était pas forcément la faction qui faisait le plus rêver, et notamment parce qu'elle semblait être la moins chouchoutée par Games Workshop. Et donc tout ça s'inverse depuis l'édition précédente, bien heureusement. Donc rien que pour ça, j'aime ces nouveaux kits, même si par exemple j'avais pas aimé leur esthétique, j'aurais quand même été content de les voir. Et puis on voit qu'il y a quand même un petit peu de nouveauté, assez sérieuse. Alors on a un nouveau Creed. Donc Creed était le commandant suprême des Cadiens. Il va mourir dans la bataille de Cadia et être remplacé par sa fille. Donc une figurine qui elle aussi s'appelle Creed, mais ce n'est plus Ussarkar Creed, c'est Ursula Creed. On a également le Rogaldorn, donc un nouveau char dont je vous ai parlé dans l'épisode sur les chars. Et on a même mieux que ça, on a Léontus, Seigneur solaire Léontus, donc le commandant suprême de la garde impériale, du moins du côté du système solaire, puisque Lord Solar, le titre vient de là. C'est lui qui dirige les forces armées qui sont les plus proches de Terra, de notre chère planète bleue, plutôt dorée dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais voilà, des petites nouveautés comme ça, je dis petites, mais elles sont plutôt grosses. Elles font plaisir. Je dois dire qu'elles n'ont pas encore convaincu beaucoup du côté du fluff. C'est vraiment des personnages et un véhicule qui sont arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qui fonctionnent assez bien, je dois dire, mais qui mériteraient peut-être d'être un peu plus développés. Mais outre cette refonte et ces nouveautés, on a également eu le retour de classiques, comme par exemple les Rough Riders, donc les cavaliers dont je vous parlais au tout début de l'histoire de cette gamme, donc pour un résultat global qui est quand même assez impressionnant. On a de la refonte, on a le retour de classiques qui avaient disparu, comme par exemple ces foutus cavaliers, et on a pas mal de nouveautés. Donc je pense que c'est peut-être un âge d'or, un âge d'argent en tout cas pour la garde impériale qui se dessine et on verra ce que la V10 va nous proposer avec un codex qui ne devrait pas tarder à sortir si on en croit les rumeurs, peut-être cette année, sinon l'année prochaine. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont injecté un peu de sang d'œuf dans cette garde impériale et ça devrait, j'espère, vous donner envie de vous lancer à votre tour. Mais pour ça, il va falloir qu'on discute de la garde impériale dans son ensemble. Et on va quitter un petit peu l'histoire de la gamme, qu'on aura finalement juste survolé, et pourtant j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, pour arriver sur ce qui fait le sel, la saveur de l'Astra Militarum. Alors vous l'aurez compris, qu'on parle de fluff comme de figurines, l'Astra Militarum c'est une faction particulièrement riche, mais c'est sa nature qui impose un certain nombre de contraintes, aussi bien à nous autres joueurs qu'à Games Workshop, comme on l'a vu par le passé. Et donc je vais lister ces différentes contraintes et vous expliquer comment on peut les contourner pour trouver l'armée de ses rêves. La première contrainte, c'est la contrainte commerciale. Alors, à chaque fois, je vais la décrire sur c'est quoi le problème et quelles pourraient être les solutions pour le contourner. Alors du coup, c'est quoi le problème ? Eh bien, le problème, c'est la disparition progressive ou totale des références qui jadis faisaient la richesse de cette gamme. Donc je vous l'ai dit, c'est kit en métal, ces différents régiments avec beaucoup de personnalité, tirés d'époques ou de films bien précis, tout ça, on ne l'a plus, ou plus vraiment. Aujourd'hui subsistent, on va dire, à peu près 3 ou 4 régiments. On a toujours des vieilles figues attachant en plastique, on a la Death Corps grâce à Kill Team, on a beaucoup de Cadiens, et on a également les cavaliers d'Attila,
donc les Rough Riders d'Attila, la planète Attila, qui sont là avec leur inspiration, plus volontairement, comme on peut s'en douter, mongol, etc. Mais effectivement, à part ça, on n'a pas forcément d'incarnation au sein de cette gamme, de cette diversité qui fait la force de la garde impériale. Alors, quelles pourraient être les solutions ? Eh bien, tout d'abord, le marché de l'occasion. Je vous l'ai dit, il y a de la spéculation, mais ça peut quand même être plutôt sympa d'aller chercher un régiment ou deux tiré de cette époque de la version 2. On peut aussi aller vers le made to order. C'est rare, c'est cher, mais quand Games Workshop nous propose de vieilles figues eh bien à la commande, ça peut valoir le coup de se lancer. On peut également attendre d'éventuelles refontes, parce que depuis la Devcore en plastique, alors qu'elle n'avait jamais été en plastique, finalement tout est permis. Mais surtout, je pense qu'on peut aller vers la solution qui me semble être la plus pertinente, de par mon côté un petit peu narratif et bricoleur. J'aime beaucoup aller vers les proxys, vers les boutiques third party. Donc je vais vous en citer plusieurs vers lesquels vous pouvez vous tourner. Par exemple Wargame Atlantic, Reptilian Overlords ou encore Victoria Miniatures, qui proposent bien des déclinaisons, soit sous forme de kits d'amélioration, soit carrément sous des kits complets, pour représenter la garde impériale sous d'autres couleurs, sous d'autres coutures. C'est plutôt intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Et puis bien sûr, il y a une pléthore de fichiers 3D qui commencent à être disponibles. Et je dois dire que pendant longtemps, bien ces concepteurs 3D, je trouve, n'étaient pas au niveau de ce que fait Games Workshop, parce que tout simplement la technologie n'en était pas là. Je pense qu'aujourd'hui le niveau commence à se valoir, mais surtout je crois que des gens se lancent avec une meilleure compréhension de ce qu'est le vocabulaire visuel, ça y est je l'ai dit, de Warhammer 40 000, et donc on obtient eh bien, des fichiers 3D qui sont plus inspirés et plus qualitatifs, et qui ne feraient pas tâche par exemple à côté de, si vous n'imprimez que votre infanterie, à côté de vos tanks qui viendraient par exemple de chez Games Workshop. Moi j'ai toujours eu du mal avec cette disparité là, j'aime bien quand même que représenter cette diversité de la garde impériale, mais j'aime bien que mon armée paraisse quand même relativement consistante, et c'est vrai que de plus en plus, ça a tendance à être le cas grâce à ces concepteurs de 3D talentueux. On va passer à une autre contrainte, c'est la contrainte fluff, qu'on a déjà abordée un petit peu par touche, et si vous suivez bien, vous avez compris là où je voulais en venir. Parce que le problème, c'est que le lore de la faction, il est facile à comprendre. On sait tous ce qu'est une armée populeuse, qui défendrait non pas un pays, mais une galaxie, mais ce lore est difficile à maîtriser. Parce que la garde impériale, c'est une faction qui est bien plus riche que ce qu'on veut bien croire. On l'assimile trop souvent à de la chair à canon, façon Starship Troopers ou l'imagerie des régiments soviétiques. Mais on utilise aussi ce terme de marteau de l'empereur, qui est souvent rabâché par le lore, et qui nous présente la garde impériale comme un outil lourd, peu subtil, etc. Mais en réalité, le lore de la garde impériale est bien plus complexe que ça, et c'est d'ailleurs ce qui le rend absolument fascinant à mon sens. On y rentre facilement, mais pour peu qu'on veuille bien y rester, on a énormément de choses à se mettre sous la dent. Et avant d'avancer, il me semblait donc important de faire quelques rappels sur le lore de la garde impériale, que je n'ai pas fait tout à l'heure pour ne pas alourdir la conversation, mais qui, vous allez le voir, vont vous permettre de comprendre pourquoi la garde impériale est si savoureuse. Je voulais commencer par la confusion entre ce qu'on appelle l'Astra Militarum, la garde impériale, la GI, comme on entend aussi souvent, et les forces de défense planétaire, qui sont parfois mentionnées sous le terme raccourci de FDP, ce qui est assez malheureux en français, mais voilà, si vous entendez parler des FDP, ne vous sentez pas insulté, ne pensez pas qu'il y a des frais de port à rajouter à vos figurines, simplement, souvenez-vous qu'il existe des forces de défense planétaire, FDP. Donc ce sont des troupes locales, souvent bien moins entraînées et équipées que la garde impériale, mais ce sont un petit peu des gardes frontières en fait. Là où la garde impériale est plutôt une force expéditionnaire qui envoie ses soldats partout dans la galaxie. Elle les exporte, en quelque sorte, là où les FDP restent sur place pour protéger leur petite planète. On peut donc comparer plus volontiers la garde impériale à la Légion romaine plutôt qu'à d'autres armées plus modernes. La Légion romaine avait effectivement les légionnaires, et elle s'entourait d'auxiliaires venus des quatre coins de l'Empire avec leur culture et leur spécialité. C'est exactement le cas dans la garde impériale où chaque régiment va avoir sa culture, sa spécialité. Pour un autre exemple historique, on pourrait également citer la grande armée de Napoléon qui rassemblait des régiments français et étrangers. Donc ça crée cette diversité dont je vous parlais, et à l'inverse, les forces de défense planétaire, eux, sont plutôt une sorte de milice qui peut avoir son efficacité,
C'est d'ailleurs le cas dans notre monde. Il y a des armées qui sont des armées de conscription, des armées où il y a une milice, mais qui restent efficaces et utiles, mais elle n'aura pas l'aura de la garde impériale, qui est plutôt une armée de professionnels. Et effectivement, par rapport à ce côté rouleau compresseur, ce côté vague d'infanterie qui s'abattent, chair à canon, on a tendance à oublier que malgré ça, malgré son nombre, la garde impériale utilise des soldats qui sont un minimum entraînés et équipés, là où les forces de défense planétaire pourraient reposer sur vraiment des mecs avec des mousquets et des épées, et même pas de fusils laser ni même de tanks. Donc il faut bien se rappeler que à l'échelle galactique, la garde impériale reste une armée assez puissante, assez impressionnante de par sa logistique, mais aussi son entraînement et son équipement, là où les forces de défense planétaire sont un peu plus locales et sont un peu moins bien équipées et entraînées. Autre petit rappel, la multitude de régiments. On n'a pas seulement un rouleau de compresseurs de tanks, une tempête d'artillerie ou d'interminables vagues d'infanterie. Il existe une multitude de régiments avec leurs spécialités tactiques, mais aussi une culture qui leur est propre, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc même si on parle de garde impériale, entre guillemets, les traditions du monde natal d'un régiment transparaissent toujours dans sa doctrine. Simplement, elles sont mises au service de l'impérium tout entier, et pas d'un monde en particulier, comme dans le cas des forces de défense planétaires. Vous trouvez donc par exemple dans les Fantômes de Gaunt ou dans d'autres romans, des régiments qui vont parler leur langue natale, et pas forcément le bas ou le haut gothique, qui vont utiliser les noms de cette langue pour décrire leur tactique, qui vont avoir des armures qui viennent de leur monde, qui ne sont pas, on va dire, des gilets pare-balles du futur. Donc vous pouvez carrément, quand vous créez votre régiment, penser à tout ça pour rendre votre armée beaucoup plus savoureuse et beaucoup plus spécifique que simplement une armée de soldats du futur, comme on a trop souvent tendance à caricaturer la garde impériale. Et enfin, la dernière précision que je voulais faire, c'est la confusion qu'on peut avoir, et que, à mon avis, j'ai moi-même faite dans cet épisode pour simplifier parfois quelques phrases, entre les mondes, les planètes, et les régiments qu'elles lèvent. Elle vient peut-être du décalque ludique des Space Marines, puisque souvent on a en tête le Codex Space Marine qu'on parle d'une faction ou d'une autre. Donc là, on a décalqué les règles Space Marine sur celles de la garde impériale, et donc on a souvent donné des mécaniques de jeu à tel ou tel régiment, comme on représente un chapitre finalement Space Marine. Par exemple, on a dit, voilà, les Cadiens, ils font ça. La DevCore, ils ont un bonus là-dessus, etc. Mais en réalité, c'est un abus de langage, parce que quand on parle de Cadiens, on parle d'un monde, on parle d'une nationalité, en fait, si on veut, mais pas d'un régiment précis. Parce qu'il y a des régiments cadiens d'infanterie, il y a des régiments d'artillerie, il y a des régiments blindés. Par contre, il n'y a qu'un seul chapitre ultramarine pour en revenir au Space Marine. Donc c'est vrai, c'est beaucoup plus simple de caricaturer ou de définir, devrais-je dire, les chapitres Space Marine en leur disant leur spécialité c'est ça. Mais même eux, ils ont différentes compagnies qui vont représenter différentes techniques. Et d'ailleurs, la V10 qui nous permet de passer d'un détachement à l'autre semble mieux représenter toutes les armées au global et justement éviter ce côté caricatural qu'on aurait par exemple des ultramarines qui sont ultra disciplinés, des Blood Angels qui seraient des vampires sanguinaires, etc., etc. Et je crois que c'est encore plus important pour la garde impériale de retrouver ce système de détachement puisque effectivement la garde impériale peut s'exprimer au sein d'un même monde sous bien des aspects. Alors bien sûr tous les mondes ne sont pas aussi militarisés que Cadia et certains se limitent à quelques spécialités, voire même une seule. C'est ce qui fait par exemple que la plupart des régiments de Krieg sont spécialisés dans l'artillerie ou dans le combat des tranchées, alors que les régiments de Catachans fournissent assez systématiquement une infanterie légère qui est habituée au milieu hostile. Mais rappelons-nous toujours que parler de Catachans, de Cadia et des autres, ce n'est pas forcément parler d'un seul régiment précis, mais d'un monde duquel sont issus des régiments souvent très variés. Donc par exemple, si on reprend les Cadiens, il y a peut-être le 110e blindé cadien qui est un régiment de chars, mais il y a peut-être aussi le 8e cadien, emblématique, très connu, celui de Creed, père comme fille, qui est en fait un régiment d'infanterie assez classique. Donc sachant cela, quelles seraient les solutions ? Il ne faut pas hésiter à s'enfoncer dans le terrier du lapin plutôt que de se dire « Oulala, tout ça est compliqué, je ne suis pas sûr d'être aussi versé dans l'art militaire pour pouvoir me lancer. » Non, au contraire, faites vos recherches pour savoir quelle garde impériale vous ressemble le plus. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un monde particulier pour le look de ces soldats ou de leur culture ? Ou est-ce que vous avez envie de représenter un régiment extrêmement précis et justement très archétypal, voire même stéréotypal ? Je pense par exemple
aux blindés de Talarn. Globalement, Talarn a toujours été catalogué, présenté comme des régiments blindés dans le lore de la garde impériale. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais c'est un petit peu l'exemple type. Si vous jouez Talarn, vous aurez beaucoup de tanks. Si vous jouez des catachans, vous aurez beaucoup d'infanterie. Donc vous pouvez partir d'un de ces archétypes qui ont déjà été établis par le lore. Mais vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin et par exemple imaginer la fusion de 2 régiments pour proposer quelque chose d'unique, comme par exemple une force de catachans aéroportée. On peut aussi imaginer représenter les forces de défense planétaire avec les règles de la garde impériale, c'est pas interdit, même si on sait qu'elle est moins entraînée, équipée, etc. Vous pouvez prendre des options particulières d'équipement, peut-être pas par exemple de lance-plasma, vous restez sur le lance-flamme et le lance-grenade, les vieilles armes, vous mettez peut-être moins de tanks, ou alors certains modèles spécifiquement. Donc on n'a pas autant d'options qu'avant, mais en sélectionnant des kits, des datasheets précis, on peut tout à fait se lancer dans une collection qui représenterait l'une ou l'autre de ces armées. Donc ne soyez pas impressionnés par cette richesse, au contraire, servez-vous-en pour imaginer le projet de vos rêves, et rappelez-vous que tout ou presque a déjà existé à un moment dans le lore de Warhammer 40 000 autour de cette faction. En témoigne mon exemple de force catachant aéroportée. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je crois qu'à l'époque où Games Workshop a commencé à parler de régiments combinés, qui en fait sont des régiments où on va recycler les pertes d'un régiment A aux pertes d'un régiment B pour transformer des régiments qui souvent... Je vous l'explique, en termes tactiques, c'est désastreux, parce que des gens qui n'ont pas l'habitude de se battre de la même manière, ni même ensemble, mais parfois peuvent donner des choses absolument brillantes, comme ce fameux régiment dont j'ai oublié le nom, mais qui mélangeait catachants d'un côté et troupes aéroportées de l'autre, et donc permettait, je crois, de se battre dans un environnement hostile comme le milieu urbain, mais à partir de Valkyries, à partir d'assauts aéroportés qui leur permettaient d'arriver, frapper vite, et repartir avant même que l'ennemi ne puisse relever le manteau. Donc voilà, tout a été fait, ou presque. Servez-vous des différentes influences de la garde impériale, ces différentes incarnations à travers l'histoire, pour créer l'armée dont vous rêvez. Allez, passons à une autre contrainte, c'est la contrainte ludique. Et oui, parce que je vous parle de lore, je vous parle de figurines, mais derrière tout ça, il y a un jeu, et en termes de jeu, la garde impériale, elle a toujours hésité entre 2 approches ludiques. L'armée s'incarne soit dans un unique régiment, soit dans un regroupement de régiments. Les joueurs peuvent du coup se reconnaître dans l'une ou l'autre des 2 approches, mais en fonction des éditions, il n'y aura qu'une seule approche disponible. Typiquement depuis la V9, la garde impériale a totalement basculé du côté du regroupement de régiments. Alors qu'est-ce que j'appelle un regroupement de régiments ? C'est tout simplement le fait que la garde impériale soit jouable sous cette forme, effectivement, d'une constellation de régiments qui, le temps d'une campagne, vont travailler ensemble. Et donc, on va avoir affaire à une faction qui a des règles globales qui vont concerner tous ces régiments, et pas forcément à des règles qui immortalisent une doctrine bien précise. Alors, les solutions, faut simplement prendre un petit temps de réflexion pour savoir ce que vous avez envie de représenter. Si l'incarnation la plus récente vous va, je pense que le problème disparaît aussitôt. Mais si vous avez envie de représenter un régiment précis, il va falloir ruser. Alors, à l'heure où j'enregistre ce podcast, le codex de la garde impériale en 10e édition n'est pas encore sorti. Et il se pourrait qu'il représente très très bien la multitude de la garde impériale en proposant des détachements avec une personnalité assez forte. Il y a des rumeurs qui vont dans ce sens et qui sont plutôt bien faites. Par exemple, il y a un détachement qui concerne à la fois les transports, donc l'infanterie mécanisée, mais aussi les super lourds. Donc vous pouvez aller chercher pour jouer peut-être effectivement un régiment qui serait très riche en Bandblade et autres chars super lourds, mais aussi un régiment d'infanterie qui utiliserait beaucoup de chimères. Pareil, il y a un autre détachement en rumeur où on serait beaucoup sur l'artillerie, mais aussi la capacité d'envoyer des troupes dans le dos de l'ennemi sous la forme de tunnels, ce qui rappelle le combat de tranchées. Donc ça, ce serait idéal par exemple pour la Death Corps de Krieg, mais vous voyez que c'est des détachements qui ne seraient pas sur une seule note, mais au moins 2, pour créer justement cette diversité que je trouve assez intéressante. Mais bref, le codex n'est pas encore sorti, il ne s'agit que de rumeurs, donc revenons aux solutions du moment. Elles sont assez simples finalement, il suffit de se limiter à quelques unités précises et donner dans le count-as, le compte-com, qu'il ne faut pas voir dans la garde impériale comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Par exemple, si vous voulez jouer la Death Corps, il me paraît évident de jouer un maximum d'artillerie et de se limiter à la Battle Line Death Corps, parce que vous avez effectivement un datasheet qui est essentiellement consacré à cette kill team, qui donc vous permet de jouer la Death Corps dans son incarnation, on va dire, officielle. Mais vous pouvez aussi inventer un countaz, un compte-com d'Ursula Creed.
Il n'est pas interdit de jouer Ursula Creed dans une armée Deathcore, et donc peut-être que vous pouvez mettre un casque et un masque à gaz de Deathcore sur la nouvelle figurine d'Ursula Creed, ça paraît assez simple à faire. Mais effectivement, on sait que la garde impériale est une armée humaine, extrêmement populeuse, extrêmement diversifiée, donc autant faire des simili Robout Guilliman, même des simili Marneus Calgar. Vous pouvez le faire, aujourd'hui, c'est autorisé de prendre Marneus Calgar dans une armée d'Imperial Fist, le peindre en jaune ou même le convertir et dire c'est le maître de chapitre des Imperial Fist. Il y a peut-être un truc un petit peu redondant là-dedans, dans le sens où on sait que les Space Marines sont ultra rares et ils ont des personnalités très affirmées. A l'inverse, la garde impériale, c'est l'armée de la masse, c'est l'armée de la multitude. Donc des Ursula Creed, bien sûr il n'y en a qu'une seule, si on réfléchit bien, mais on peut imaginer que des commandants qui ont le pouvoir, les responsabilités, et vous savez qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme Ursula Creed, il y en existe du côté des armées de la Deathcore. Donc c'est assez facile d'imaginer une sorte de général qui serait issu de ce monde de Krieg et qui aurait en fait le niveau de pouvoir d'Ursula. Ça me semble pas être trop tordre le lore. Donc je vous invite au contraire à le faire, et à le faire partout où vous pouvez. Parce qu'un autre exemple, dans le cas d'un régiment que vous inventez totalement vous-même par exemple, et que vous visualisez comme très élitiste, vous pouvez utiliser un maximum les datasheets des Scion, des Kazerkin ou même celui de la Deathcore, qui tous ont des règles qui vont plutôt avoir tendance à représenter de bons tireurs, des soldats qui tiennent malgré la pression, qui vont avoir de bonnes protections, un bon équipement, etc. Et ça, c'est parfait pour représenter votre régiment. Donc, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on a plein datasheets dans la garde impériale, peut-être que ça ne sera pas toujours le cas, mais cette richesse, et notamment le fait qu'on puisse piocher dans 4 battle lines différentes, il faut s'en servir pour représenter le régiment que vous avez envie de représenter, et il y a plein de choses à faire, parce que je vous invente des exemples au fur et à mesure. J'ai sous les yeux le datasheet des Katachans. Ils sont pas particulièrement brillants, mais ils sont pas particulièrement chers. C'est 10 bonhommes, ils ont le droit à 2 lance-flammes, et ils ont une règle scout. Est-ce que vous n'avez pas envie de représenter peut-être, des forces de défense planétaire fanatiques? Et eux, ils n'ont pas de lance-flammes parce qu'ils se battent dans la jungle. Ils ont de lance-flammes parce qu'ils veulent brûler de l'hérétique. Et ils ont scout parce qu'ils connaissent très bien leur monde fait d'églises à moitié en ruine, qui ont été envahies, je ne sais pas, par des cultes du chaos dirigés par des Wordbearers. Voilà, ça s'écrit un petit peu tout seul. Il ne faut pas hésiter à partir de ces comptes com, de ces countaz, pour trouver des équivalents. Et vous pouvez même faire ça avec des chars. Il y a plein de chars et de kits alternatifs qui existent sur internet, et vous pouvez très bien dire un Lehman russe, c'est quoi? C'est un gros canon qui fait boom, un canon laser et 2 bolters lourds. Tant que j'ai ça sur mon modèle de char qui, est imprimé en 3D, part d'une maquette, etc., vous représentez la garde impériale dans sa diversité assez folle, et moi je trouve que c'est vraiment ça qui fait le sel de cette faction. Donc je ne sais pas si vous suivez tout à fait ce que j'ai envie de vous dire, mais si vous suivez, n'hésitez pas à vous lancer à fond dedans. Et on commençait à toucher au hobby, alors je vais parler de cette contrainte-là aussi, parce que qu'on choisisse une approche ou l'autre, on risque parfois d'avoir du mal à représenter notre approche sur table. Du mal d'un point de vue visuel, mais aussi en termes d'effort, parce que la garde impériale, c'est souvent une armée populeuse, donc un projet sur le temps long. Si je veux représenter un seul régiment d'infanterie, par exemple, ça veut dire que je me passe totalement de véhicules, et ça peut être totalement rébarbatif, et surtout long d'assembler, c'est 1000 points, voire même encore pire, 2000 points qu'avec de l'infanterie en garde impériale, vous allez peindre des centaines de bonhommes. Ou alors, si vous voulez représenter un regroupement de régiments très différents, est-ce que vous êtes obligé de peindre chaque unité dans une couleur différente? Et effectivement, des questions comme ça vont commencer à s'accumuler. Par exemple, est-ce que je peins mon infanterie en bleu-gris et mes chars dans un vert kaki? Alors comme ça n'a peut-être l'air de rien, et vous dites peut-être que je me prends bien trop la tête, mais ça m'a joué des tours par le passé, vous allez voir. Et je ne suis pas le seul. J'ai discuté avec un joueur britannique que vous connaissez peut-être sur Twitter, Ed Paints Krieg, qui m'a un jour soufflé le terme de Combine Arm Paradox, paradoxe des armes combinées, donc pour parler de ce casse-tête de modélisme, à savoir comment représenter la garde impériale dans sa pluralité. Il y a plusieurs solutions, et je pense qu'il y a même 3 solutions spécifiques à cette question, qui n'ont de sens que pour les joueurs qui veulent représenter non pas un monde, voire un régiment précis, mais une armée garde impériale dans toute sa glorieuse diversité. Alors accrochez-vous, on y va. La première méthode, c'est la méthode de Games Workshop, et donc c'est la plus simple. D'après ce qu'on sait du lore et des pistes avancées par les équipes de peinture de Games Workshop, la garde impériale peut être représentée dans un seul schéma de couleur unie pour toutes les unités, que ce soit de l'infanterie, les tanks, l'artillerie, on s'en fout. C'est pour ça que toutes les figurines des Cadiens sont par exemple peintes de la même manière, à savoir vert et beige.
Cela représenterait, d'après Games Workshop, soit un camouflage de campagne, qui est adopté par toutes les forces en présence. Donc effectivement, on se dit on va se battre dans la forêt ou dans des plaines, on va mettre du beige et du vert, ça paraît bien. Soit ça pourrait représenter une sorte de révérence des régiments au régiment le plus prestigieux qui est intégré à leur campagne. Si on reprend l'exemple des Cadiens, le 8e Cadien. Donc cette technique, elle a fait ses preuves, et la piste du camouflage de campagne, je pense, est plutôt crédible. Mais on voit que même Games Workshop commence à s'en éloigner. Déjà, les uniformes des soldats dans les Field Ordnance Batteries, vous savez, ce sont ces petites plateformes d'artillerie qui sont sorties en V9, qui font partie des nouveautés et qui sont vraiment superbes à monter et à peindre. Eh bien, par exemple, les soldats, les servants de ces canons ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des nouveaux Cadiens. Donc on peut imaginer qu'il s'agit en fait de soldats d'un autre régiment. On voit aussi que les Rogaldorn ne sont pas peints dans le camouflage habituel qui est réservé à la gamme pour les véhicules de la garde impériale. Donc elle n'est pas dans le fameux beige et vert du 8e Cadien, contrairement à l'infanterie. Donc quoi qu'il en soit, c'est comme ça que j'ai peint ma première armée garde impériale, donc en adoptant ce camouflage universel pour toutes mes unités, et j'ai vite décroché parce que je trouve que mon schéma fonctionnait pour l'infanterie, mais un peu moins pour les tanks. Et oui, c'est aussi le problème d'une armée qui est beaucoup basée sur cette infanterie qui va avoir des protections, des armes, des uniformes, ils vont avoir des guêtres, des bottes, il y a quand même énormément de textures à faire et donc autant de couleurs potentielles. Est-ce que vous retrouvez toutes ces couleurs sur un char? C'est toujours un petit peu compliqué de le faire. Du coup, on passe à une autre méthode. Une méthode qui est sans doute l'option la moins prise de tête, mais aussi la plus créative. Vous pouvez choisir de peindre vos unités différemment en fonction du régiment auquel elles appartiennent. Donc par exemple, vous peignez vos chars en gris parce qu'ils viennent d'un régiment où là-bas, tous les chars sont gris, et vous peignez vos bonhommes en bleu parce qu'ils viennent d'un régiment où là-bas, tout le monde est en bleu. Et puis si vous avez ajouté de la cavalerie rouge, et ben vous ajoutez de la cavalerie rouge, on s'en fout, vous vous faites plaisir à chaque unité, vous avez une diversité qui vous permet aussi peut-être dans le hobby de vous accomplir, de tester de nouvelles techniques, ça peut être vraiment sympa. Vous pouvez à la rigueur vous donner un thème général et ensuite le décliner unité par unité. Moi je l'ai fait avec ma seconde armée garde impériale, car oui j'ai eu 3 armées garde impériale et je me suis rendu compte tardivement du revers de la médaille. Je vous explique, mon armée, elle n'avait jamais l'air totalement unifiée, malgré des socles et le thème commun. En l'occurrence, je m'étais inspiré de la Seconde Guerre mondiale et surtout des camouflages qu'on pouvait trouver à l'époque dans ce conflit. Mais malheureusement, seul un œil éduqué, d'historien militaire ou d'amateur, pouvait vraiment harmoniser tout ça. Ce que les gens voyaient, c'était surtout du gris, du vert, des taches de couleur, et globalement, c'était chiant à peindre pour moi, et pas hyper joli une fois l'armée assemblée sur table. Donc il faut se méfier de cette technique patchwork, et savoir un petit peu où on met les pieds quand on se lance dedans, mais je pense qu'en soi, en termes de plaisir de peinture, et si vous avez l'intention de peindre de nombreuses unités, ça peut être tout à fait une bonne option pour garder un souffle créatif tout au long d'une collection, et on sait que les collections de la garde impériale sont assez larges, donc pourquoi pas. Et enfin, on a la méthode hybride, donc ça, c'est un compromis entre les deux précédentes. Vous partez non pas sur un schéma de couleurs précis, mais sur une palette limitée. Et ensuite, en fonction des unités, vous utilisez cette palette, mais vous placez les couleurs à des endroits différents pour représenter la pluralité des régiments. C'est ce que je fais avec mon armée actuelle, vous voyez, 3 solutions, 3 armées, et ça m'apporte la plus grande satisfaction. Donc par exemple, mes modèles cadiens sont basés sur un uniforme bleu et des protections couleur sable, mais d'autres figurines vont avoir l'inverse. Et on peut même aller dans des petits détails en peignant par exemple les armes de couleurs différentes, tout en gardant le même uniforme, ce qui ajoute une petite touche d'originalité pour chaque régiment représenté. On a ainsi, je crois, le meilleur des deux mondes, on a l'uniformité globale grâce à la palette limitée de couleurs, mais on a des petites subtilités en fonction de chaque unité et de leur nature. Vous pouvez aussi appliquer la même méthode aux conversions et aux autres personnalisations pour marquer la différence entre les régiments sans trop bousculer l'utilisation de votre palette de couleurs. Je pense que c'est la méthode idéale pour représenter un regroupement de la garde impériale, et j'en avais discuté avec ce bon Ed Painskrig, et il était d'accord. Donc voilà, vous avez quand même 2 gros joueurs garde impériale qui sont d'accord, ça vaut ce que ça vaut. Voilà pour un petit peu les grandes questions, les grandes conversations, les errements philosophiques qu'on se pose quand on se lance dans la garde impériale, qui est effectivement une armée de passionnés. On peut dire ça de toutes les armées, mais je pense que la garde impériale est un petit cran au-dessus à cause de toutes ces interrogations-là. Avant de vous quitter, je voulais quand même vous laisser avec quelques conseils hobby qui remplacent un petit peu les news que je vous donnais sur mon établi, mais qui du coup, voilà, pour les gens qui écoutaient les épisodes quelques mois, voire quelques années plus tard, c'était pas forcément hyper pertinent.
Mais en revanche, ces conseils ne seront pas aussi précis que les idées d'armée que je vous donnais par exemple dans les épisodes consacrés aux influences de Warhammer 40 000. Donc on est un petit peu entre les deux. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une armée Astra Militarum après mon énorme monologue, voici quelques pro tips. Alors déjà, décidez-vous sur une incarnation précise de la garde impériale. Je reprends tout ce qu'on a dit précédemment, mais est-ce que c'est un régiment précis? Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est une combinaison de régiments? Est-ce que c'est des forces de défense planétaires, une sorte de milice, quelque chose d'un peu plus étrange, un peu plus complexe encore que la garde impériale? Vous pouvez aller super loin. Vous pouvez définir quels sont les types de troupes pour chacun des régiments. Exemple, est-ce que c'est des troupes d'élite? Est-ce que c'est des conscrits? Est-ce que, encore une fois, ce sont des forces de défense planétaire qui ont rejoint une garde impériale qui arrive sur cette planète pour la défendre, lui prêter main forte, etc., etc. Vous pouvez tout inventer, effectivement, d'un petit groupe de commandos rassemblés pour une mission très spécifique à une énorme task force de campagne. Il y a moyen de se faire plaisir. Ensuite, en fonction de votre réponse, repensez à ce qu'on disait sur le schéma. Entre la méthode Games Workshop, donc vraiment le même schéma pour tout le monde, la méthode Patchwork, complètement l'inverse, ou la méthode hybride avec une palette limitée. Guidez-vous dans cette future peinture. Il y a des joueurs garde impériale débutants, je vous jure, ça existe, qui sont venus me voir, soit sur les réseaux du Land Rider, soit sur mes réseaux personnels par le passé, et qui ont justement commencé à buter à partir du moment où il fallait représenter les tanks. Ils avaient fini leur infanterie, il fallait faire les tanks. Ah, est-ce que je les mets de la même couleur? Comment je fais mon camouflage? Parce que je suis parti sur des couleurs finalement très colorées. Vous avez par exemple le régiment qui a été créé par Pitchy, anciennement de Warhammer Community, les Ventrilian Nobles. Ils sont dans un style purement baroque, très napoléonien, un peu inspiré aussi de l'Empire à Battle. Il y a quoi? Il y a du magenta, il y a du blanc, il y a du noir. Waouh, c'est hyper coloré, ils ont des plumes de couleurs. Comment vous faites les tanks? Bah, vous avez deux approches. Soit finalement vous partez du principe que ce sont des machines, elles ne seraient pas autant décorées que les autres, donc vous les mettez gris. C'est je crois ce qu'il a fait. Donc vraiment le blindage le plus classique possible. Mais d'autres qui ont depuis se sont emparés du régiment de Pitchy, ont proposé une autre version, avec des chars qui au contraire sont très ornementés, avec des petites statues dessus qui vont être peints, la tourelle va être dorée, etc. Parce qu'on peut imaginer qu'effectivement certains régiments de la garde impériale sont assez fous pour mettre de la feuille d'or sur des tourelles. Donc voilà, pensez à tous ces petits trucs-là, je le dis pas du tout pour vous menacer ou vous dire « Ah, si vous vous lancez dans la garde impériale et que vous n'avez pas répondu à ces questions, vous allez pas kiffer ». Non, c'est pas du tout ça que je veux vous dire, mais je pense que de ces questions-là peuvent naître énormément de créativité, et c'est ça qui fait la richesse de notre hobby, et c'est pour ça qu'il faut se les poser, je pense, et puis vibrer en fait, commencer à créer ces accointances entre « Ok, je prends ces unités-là parce qu'elles représentent mieux mon régiment, ça va influencer ma liste, donc comment je vais jouer sur les tables de jeu, et ensuite comment je représente ça sous forme de couleurs, sous forme de conversion, par rapport à mon lore, est-ce qu'une conversion peut pas inspirer de lore, et vice-versa. Faites-vous plaisir, la garde impériale là-dessus, c'est un moteur qui peut très vite partir en mode V8, tellement il y a des connexions à aller chercher dans tous les sens. Voilà. Et enfin, je vous dirais d'aller chercher l'inspiration tout le temps, partout. Bien sûr, on a toute l'histoire militaire dont on a pas mal parlé dans cet épisode, et si vous connaissez Land Rider, vous savez que ça m'intéresse, mais n'hésitez pas à combiner ces références-là à d'autres. Déjà pour éviter les parallèles malheureux entre l'histoire de notre monde et celui de Warhammer 40 000, même s'il s'agit du même, mais aussi pour enrichir l'esthétique et le lore de votre faction. Une bonne idée, souvent, c'est de piocher, comme Games Workshop, dans la culture populaire qui représente ces différents conflits. On l'a dit, c'est le cas avec les Catachans et le Vietnam, par exemple. Et donc, de par la nature assez diverse de la garde impériale, je ne peux que vous recommander d'aller chercher dans cette pop culture, mais aussi dans les vieux codex, car contrairement à d'autres factions, les vieux codex de la garde impériale immortalisent toujours quelque chose de plus. En fait, c'est vraiment une vision précise de la garde impériale à ce moment-là. Donc clairement, par exemple, dans le Codex V2, à l'époque chez Games Workshop, on vous incitait à jouer des rassemblements de régiments. Tout est tourné vers ça, on vous explique que vous pouvez multiplier le nombre de régiments, que vous pouvez harmoniser ou non les couleurs, qu'au contraire, vous pouvez vous faire plaisir. Les photos d'armée ne ressemblent d'ailleurs un peu à rien, parce qu'il y a une couleur par unité. Mais ça fait plaisir de se dire... Ah bah, ce codex-là, en V2, c'était ça la garde impériale. Et en V3, c'est totalement l'inverse. Et en V3.5, c'est encore différent. Je pense que ce qui est intéressant dans le cas de ces codex de la garde impériale, c'est que contrairement aux autres factions qui peuvent peut-être paraître, du coup, se chercher, pour la garde impériale, elle est tellement multiple qu'au contraire, ces versions-là,
c'est finalement sont toutes valides. Elles s'annulent pas forcément entre elles, là où on peut dire ah tiens ça ils ont retcon, ils ont remplacé tel truc des sorts de bataille depuis qu'on est passé de tel codex à tel autre, ah sur les Eldar ils ont changé tel petit truc. Pour la garde impériale c'est pas vraiment changé, c'est un peu comme si on plaçait le curseur, l'objectif à certains endroits ou à d'autres. Donc il y a des codex qui ont été très centrés sur des régiments précis, il y a des codex qui ont été centrés sur des campagnes, sur des regroupements de régiments, et voilà, on peut passer d'une édition à l'autre et toujours trouver cette même richesse. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait du côté des vieux codex, qui en plus sont souvent des codex hyper créatifs dans la façon dont ils sont présentés. J'ai encore souvenir, mon premier codex Garde Impériale, je crois que c'était celui de la 3.5, dans lequel il y a plusieurs pages sur comment créer votre propre régiment à l'aide de 2 bonus. Vous choisissiez, je crois, 2 bonus et 2 malus. Et ensuite, il vous montrait avec un tout petite illustration d'un petit soldat comment eux avaient créé un certain nombre de régiments. Donc vous aviez le lore, la petite photo du petit soldat et à côté comment ils avaient représenté ça en termes de jeu. Et ben par exemple, tiens, tel régiment aéroporté, il est aéroporté donc il peut pas embarquer des armes lourdes et il a pas de véhicule, mais par contre il a les bonus de troupes aéroportées qui peuvent arriver sur la table en frappe en profondeur. Ce genre de joyeuseté, on n'a plus ce genre de truc dans les codex. On est à peu près à jouer tous au même jeu, avec des unités qui ont à peu près tous les mêmes règles. Là c'est mon petit rant sur le Warhammer moderne que j'adore et auquel je joue quasiment toutes les semaines, donc n'allez pas croire que je suis un hater, mais vraiment dans ces vieux codex de la garde impériale, et même si vous jouez pas à garde impériale d'ailleurs, il y a une espèce de richesse qui je pense peut vous inspirer pour toutes vos factions, et voilà, j'insiste sur le fait que et c'est pas parce que c'est vieux qu'il n'y a pas de l'inspiration à choper, et ça va au-delà de tiens ce petit texte il était sympa, ouah cette idée elle est cool, elle a disparu. Non, c'est vraiment aussi dans les règles, dans les listes d'armées que vous allez pouvoir trouver de l'inspi, donc n'hésitez pas à vous lancer dans la lecture de vieux codex, que je pense on peut trouver en plus à pas cher, en brocante, je sais pas où, et puis vous lancez aussi dans la fiction, Black Library n'est pas avare en récit militaire à base de Astra Militarum ou de Garde Impériale, et à ce titre, comment ne pas terminer en citant les Fantômes de Gaunt d'Anamnet, qui resteront pour moi la référence ultime pour la Garde Impériale, tant les romans incarnent la diversité et la complexité de la Garde Impériale. Et pour vous dire, je les ai relus et terminés, parce que j'avais jamais été au bout, après mon adolescence qui s'était arrêtée quelque part au tome 6 ou 7, je ne sais plus. Donc là, j'ai tout repris il y a quelques années, et c'est là où je me suis rendu compte à quel point j'aimais cette garde, et à quel point les questions que je me posais autour de cette faction étaient nombreuses, et c'est ce qui a inspiré, ça a pris presque 2 ans, l'écriture du conducteur de ce podcast, parce qu'effectivement dans les Fantômes de Gaunt vous avez des choses qui sont absolument savoureuses mais qui inspirent les joueurs qui aiment bien se prendre la tête. Je peux vous citer par exemple le roman, je crois que c'est Straight Silver, 30 cm d'acier en français, un titre absolument délicieux d'ailleurs en VF, mais peu importe, effectivement dans ce roman les Fantômes de Gaunt, qui sont un régiment de la Garde Impériale, l'unique régiment à avoir survécu à la destruction de Tanith, des apatrides comme les Cadiens donc, sont envoyés sur une planète qui se bat en fait avec des voisins. Donc c'est une planète impériale, mais qui est bloquée à, on va dire, l'époque de la guerre des tranchées, peut-être avec un mélange de guerre napoléonienne aussi. Ils ont encore des espèces de mousquets, ils n'ont pas d'armes laser, et ils voient arriver des soldats comme ça, un peu ninja, un peu reconnaissance, infiltration, avec des dagues de 30 cm, des gueules pas possibles, des tatouages, des capes de camouflage et des fusils laser, et ils se disent mais c'est quoi ces types? Et ces types doivent débloquer un conflit entre 2 lignes de front qui n'ont pas bougé depuis des années. C'est peut-être même des dizaines d'années, connaissant les exagérations de Warhammer 40 000. Et c'est assez génial de voir comment des forces de défense planétaire, qui sont à un niveau précis de technologie, et qui comprennent la guerre d'une certaine manière, et d'une unique manière, quelque part, voilà, ce conflit d'attrition dans les tranchées, voient arriver des espèces d'outsiders, qui sont déjà des outsiders au sein de la garde impériale, mais pour eux, tout garde impériale serait de toute façon un outsider. Et c'est assez génial de voir la disparité en fait des forces de l'Imperium. On sait du coup que potentiellement, en envahissant une planète de l'Imperium, on peut tomber sur de la garde impériale, plein de régiments ultra déterminés, très bien commandés, très bien entraînés, équipés, etc., qui vont
tout donner pour que la planète ne cède pas, ou on peut tomber sur une planète qui est déjà en proie à la guerre civile, avec des mecs qui se battent avec des épées et des mousquets, et je trouve que c'est absolument génial. Il y a plein d'exemples comme ça dans les fantômes de Gaunt. Qu'est-ce qui se passe quand il y a les poux dans un régiment, qu'est-ce qui se passe quand on livre les mauvais chargeurs qui vont pas avec les fusils laser des fantômes de Gaunt qui n'ont pas le fusil laser standard, que des petits détails savoureux comme ça, qui je pense font vraiment le sel de Warhammer 40 000, et spécifiquement de cette faction, notamment aussi parce qu'elle s'inspire bien effectivement de problèmes logistiques, de problèmes tactiques, de problèmes doctrinaux qui sont vraiment, je trouve, assez fascinants, même si là on est totalement dans le Republicor, et je vais enfin raccrocher mon micro pour la conclusion. Voilà, on y arrive. J'espère que ces différentes explications, problèmes et solutions vous auront ouvert les yeux sur les richesses, mais aussi les subtilités de la garde impériale. Je le répète, mon but n'est pas du tout de vous décourager à rejoindre les rangs de l'Astra Militarum, mais au contraire de vous inciter à vous emparer des sujets qui animent sa communauté depuis toujours. Parce que c'est aussi ça, la garde impériale, c'est peut-être même ça avant tout. Au-delà du lore et même des figues, c'est une communauté à part entière, où on retrouve énormément de passionnés, des bricoleurs, des bidouilleurs, prêts à tout pour représenter cette faction telle qu'ils l'imaginent depuis le premier jour. J'ai un jour lu sur un de ces groupes de passionnés, alors que quelqu'un cherchait à monter une liste la plus compétitive possible, la réponse suivante: quand on choisit la garde, on ne joue pas une armée, on se lance dans une collection. Et si chacun est libre de pratiquer son hobby comme il le souhaite, cette phrase m'est vraiment restée en tête car elle capte toute l'essence non seulement de cette faction, mais aussi de ma vision du hobby. Donc si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, sur les réseaux sociaux, ou même en achetant notre livre sur Warhammer 40 000 paru chez Third Edition. Vous pouvez également, c'est nouveau, nous rejoindre sur Discord, où on a une communauté maintenant de plus de 80 hobbyistes joyeux, bienveillants et qui fonctionne très bien d'après les premiers retours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous engager dans le Discord comme on s'engage dans un régiment de la garde impériale. Merci et à la prochaine. Bonus.